Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite les titres de cette édition de l'actualité de ce mercredi 4 novembre 2020. À la une, crise sociopolitique dans le Nozo, encore une nouvelle attaque. Des assaillants ont fait irruption dans un établissement secondaire de la ville de Limbé, région du sud-ouest, déshabillant l'ensemble des élèves et en Kumbo dans le nord-ouest du pays. Nous en parlerons également. À suivre également, dans ce 19h45, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, siffle la fin de la récréation et interdit 17 sociétés non agréées. Ces entreprises devront rembourser les fonds des épargnants sous peine de poursuites judiciaires. Et aux États-Unis, la fièvre monte. Les populations sont dans l'attente des résultats. Le récit du jour, de un jour après le vote, vous sera fait dans cette édition de l'information grâce à nos confrères de TV5. Voilà pour les titres. Je vous retrouve dans quelques instants, mesdames et messieurs. Nouvelle attaque, ils ont fait éruption des assaillants dans un établissement secondaire de la ville de Limbé, région du sud-ouest du pays, déshabillant les élèves et enseignants et mettant le feu partout. Et après l'avoir fait, ils ont pris la poudre d'escampette. Le récit des faits avec Jean-Germain Etna. L'attaque de ce mercredi 4 novembre 2020 au Koulou Memorial Secondary School de Maïfort à Limbé, dans le département du Fako, région du sud-ouest, si l'on s'en tient aux images qui font le tour depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux, a été immortalisé par cette bande armée des séparatistes. Et selon certaines indiscrétions, c'est aux environs de 11 h ce mercredi que ce groupe de terroristes se réclamant de la République virtuelle de l'Amazonie a fait éruption dans cet établissement d'enseignement secondaire. Une fois sur les lieux, les assaillants ont déshabillé tous les élèves. Les séparatistes ont par la suite intimé l'ordre à ses apprenants et le corps enseignant, tous en tenue d'Ève et d'Adam, de libérer immédiatement les lieux sans toute autre violence physique sur ces derniers avant de mettre le feu sur cet établissement à capitaux privés. Omega Scoro, yeah! Ah oui! Ah oui! On a life in la classe! Light our bikini à uniforme! Arrivé quelques minutes plus tard, et ce après le départ des assaillants, les forces de défense et de sécurité n'ont pu qu'éteindre les flammes qui embrasaient l'ensemble du Koulou Memorial Secondary School de l'Imal Bilingual Academy de Kumba, qui a coûté la vie à cet élève. Et dans la région du nord-ouest à Kumbo, 11 enseignants ont été enlevés. Ils étaient dans un établissement scolaire et selon des sources décentes, ils étaient lourdement armés. Patrick Guagnan pour les détails. 11 enseignants de l'école primaire présbytérienne de Kumbo ont été enlevés par des hommes armés hier dans le nord-ouest du pays, secoué par la crise anglophone depuis bientôt 4 ans. Ainsi que l'ensemble des professeurs de l'école, selon des sources proches des religieux, et ce, afin de les amener dans un lieu indéterminé et d'entamer des négociations en échange de leur libération. Mais la société civile de Kumbo et l'église presbytérienne du Cameroun se sont mobilisés et ont obtenu dans des conditions encore inconnues la libération des écoliers. Selon des informations concordantes, c'est bien les enseignants qui étaient visés. Les ravisseurs auraient intimé aux enfants l'ordre de ne plus retourner à l'école. Selon Samuel Fonki, responsable de l'église presbytérienne du Cameroun, et Stephen Afou, syndicaliste, ces professeurs ont été amenés de force par des assaillants. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les attaques d'écoles, d'élèves et du personnel enseignant sont devenues quotidiennes. Ces attaques sont attribuées aux groupes séparatistes. En rappel, le 24 octobre dernier, 7 enfants ont été tués dans leur salle de classe lors de l'attaque armée d'une école à Kumba dans la région du sud-ouest. Ce massacre avait été attribué aux combattants sécessionnistes.
Et puis, les obsèques officielles et notamment précisément les funérailles des 7 enfants assassinés à Kumba dans la région du sud-ouest du pays se dérouleront demain. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement, le Tif Joseph Dion-Gouté, a posé ses valises dans la région du sud-ouest pour les funérailles de ces victimes qui se dérouleront donc demain 5 octobre à la place de fête de la ville. Il a été reçu par le gouverneur du littoral et les autorités administratives de la région, ainsi que celles traditionnelles, religieuses et les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et autres. À ces obsèques, le Premier ministre chef du gouvernement sera le représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et 8 jours après le drame survenu à Kumba dans la région du sud-ouest, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a rendu public un rapport dans lequel elle appelle les autorités camerounaises à garantir une enquête indépendante et à protéger le droit à l'éducation des enfants dans cette région, rappelant également la participation de l'armée et une bonne collaboration des populations. Les précisions et plus d'explications avec Priscille Messéné. Les autorités devraient garantir une enquête indépendante et efficace et protéger le droit à l'éducation. C'est l'essentiel du message qui ressort. Il n'a pas été revendiqué, mais le gouvernement a accusé les séparatistes armés qui ont appelé un boycott de l'éducation dans les régions anglophones depuis l'année 2017. Le vice-président de l'Ambazonia Intérim Gouvernement, l'un des 2 principaux groupes séparatistes, a déclaré, selon l'organisation le 25 octobre, que des soldats camerounais avaient perpétré l'attaque. Le jour même de cette attaque, le ministre camerounais de la Communication avait annoncé l'ouverture d'une enquête. 4 jours plus tard, selon ce rapport, le ministre a déclaré que les forces de sécurité avaient neutralisé un combattant séparatiste supposé faire partie des responsables. Ce matin, Ida Sauer, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. Selon ce rapport aussi, les autorités devraient veiller à ce que l'enquête promise soit indépendante, efficace et impartiale et que les responsables de cette attaque éhonté soit traduit en justice. Fin de citation. Selon des informations relayées, Human Rights Watch a mené des entretiens téléphoniques avec 5 parents des victimes, 2 membres du personnel médical qui ont soigné les blessés et évacué les blessés. On parle environ de 48 photographies et enregistrements vidéo montrant les corps ainsi que les conséquences de l'attaque et qui ont passé en revue de nombreux articles de presse et de déclarations des responsables gouvernementaux et des dirigeants séparatistes. Face à de telles pertes en vies humaines, il est essentiel que le gouvernement garantisse une enquête efficace, non seulement pour que les victimes puissent obtenir justice, mais aussi pour décourager de futures attaques et renforcer la protection des droits à la vie et à l'éducation, a déclaré Human Rights Watch. Une enquête efficace devra au moins permettre la collecte et la préservation des preuves médico-légales sur les lieux du crime et auprès des victimes, l'enregistrement des dispositions de tous les témoins et l'identification de toute la documentation visuelle disponible, telle que les photos et enregistrements vidéo de l'attentat et des suites. Human Rights sollicite aussi à l'État du Cameroun qui devrait faire appel à l'Union africaine et aux Nations unies si nécessaire pour obtenir un soutien technique et une expertise afin de garantir l'efficacité de l'enquête. Les autorités par ailleurs devraient également s'abstenir de toute accusation infondée et de toute spéculation concernant les complicités locales ou communautaires concernant l'attentat. Mais il tient le toujours de préciser qu'alors qu'on parle encore de suppositions dans ce rapport de Human Rights Watch, aujourd'hui on parle d'une autre attaque dans la région du sud-ouest Cameroun où des combattants séparatistes sont entrés dans une école, ont déshabillé dans au moins un incendie criminel perpétré dans une école et ont commis d'autres graves violations des droits humains, notamment contre enfants. On mentionne la date du 14 février dernier où des soldats en masse ont ôté la vie à 21 personnes dans le village de Garbou. Toujours est-il qu'il est important d'attendre les résolutions de l'enquête qui a été mise sur pied par l'État du Cameroun. La cérémonie sera donc demain, 5 novembre 2020. Et à cet effet, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilay, chef de terre, ainsi que les autorités administratives, traditionnelles et religieuses sont prêtes pour un hommage vibrant à ces 7 enfants victimes des assaillants séparatistes. Parlons de politique à présent dans ce journal. 6 mois de détention à la prison de Nkodengui pour le professeur Alain Foguet ainsi que Bibou Nissak du mouvement du Cameroun. Il leur sont reprochés plusieurs chefs d'accusation, donc entre autres tentatives de révolution. Les explications avec notre reporter Patrick Ngoignan. Le juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné ce 3 novembre 2020
la mise en détention provisoire de 2 cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il s'agit d'Alain Fogueté-Dom, trésorier national du MRC, et Olivier Bibou-Nissak, porte-parole du leader du MRC, Maurice Kamto. 7 autres personnes ont également été envoyées au tristement célèbre pénitencier de Nkondingui. Les personnes sont accusées par la justice militaire de tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé et de défaut de la carte nationale d'identité. Leur détention provisoire est MRC, marche interdite par le régime de Yaoundé qui avait pour ambition de contraindre le président Paul Biya de quitter le pouvoir. Maurice Kamto, depuis lors, est en résidence surveillée à Yaoundé. 36 autres personnes ont été inculpées puis mises en détention provisoire le 30 octobre dernier. Le ministre des Enseignements secondaires invite la communauté éducative nationale à poursuivre sa sensibilisation contre le coronavirus qui n'a pas encore été vaincu. Il appelle également au respect scrupuleux des mesures barrières telles que édictées par le gouvernement puisqu'un relâchement a été constaté. Patrick Goignan, une fois de plus. Pauline Nalo-Valionga, ministre des Enseignements secondaires, note un relâchement des mesures barrières au sein des campus scolaires et invite les chefs d'État privés et publics pour sensibiliser les uns et les autres par rapport aux mesures contre ce coronavirus qui revient encore au galop. Parce que nous avons le devoir de sensibiliser davantage nos enfants qui ne comprennent déjà pas grand-chose sur ce que c'est que cette maladie. Pour cette responsable d'établissement, la sensibilisation doit continuer à être de mise. Ils puissent comprendre que effectivement cette maladie est là et que ça prend tout le monde. Elle invite par ailleurs les enseignants à continuer la sensibilisation tout en prêchant par l'exemple, en abhorrant eux aussi leur masque pendant les cours. Ce sont eux-mêmes qui devraient davantage sensibiliser les enfants pendant leurs études. Réel relâchement des mesures barrières au sein de certains campus scolaires à Douala où le port du masque semble devenu optionnel. Et même si le pourcentage de guérison en ce moment au Cameroun est à 96% concernant le coronavirus, l'ennemi commun n'a pas encore véritablement été vaincu. Ainsi donc, la communauté nationale éducative est appelée à veiller scrupuleusement au respect des mesures barrières par les élèves. Et c'est également des recommandations qui concernent les populations sur toute l'étendue du triangle national. Et le constat est donc clair, nous le disions tantôt, hormis les établissements publics, c'est ce qu'a constaté en tout cas notre reporter. Le relâchement est perceptible, aussi bien dans... Une peau qui est un peu dure, solide. Donc, un peu de tout. Mais même, on ne porte pas le cas, mais c'est parce que c'est Dieu qui nous garde. En réalité, c'est Dieu qui nous protège. Pour nombre d'usagers de la route rencontrés ce jour dans la ville de Douala, la pandémie à coronavirus est un leurre, mieux une invention occidentale. Rien à voir avec le vieux continent noir. Et ça, le corona a d'abord existé chez nous ici en Afrique. Et les plus exposés, c'est les Beskinais. On n'a jamais compris les cas de corona sur les Beskinais. Ce sont eux qui amènent tout ce virus en Afrique. Et nous comptons eux-mêmes encore vont encore combattre pour ça. C'est encore le même héros qui doit combattre pour le coronavirus. Si nous mettons le masque, c'est parce que eux ont levé. C'est qu'eux nous rassurent qu'il n'y a plus rien. D'autres, par contre, restent convaincus que le Covid-19 est bel et bien une réalité. Une maladie qui fait des ravages, tant à l'étranger que dans notre pays, d'où le port strict du masque de protection et le respect scrupuleux des mesures barrières. C'est juste une question de culture. Vous savez, ça dépend d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce qu'on va tout le temps. Nous, dans notre entreprise, par exemple, on a cette culture-là. Donc, ce qui fait que c'est déjà devenu comme un second comportement. Jamais sans son masque. Donc, vous ne pouvez pas avoir accès à l'entreprise sans avoir le masque. Donc, ça devient un réflexe, ça devient une nouvelle culture, une nouvelle habitude. Non, je porte le cache-nez, mais j'ai seulement égaré ma part tout à l'heure parce qu'il y avait trop de poussière. Au moment où je partais laver, il est d'abord très important qu'un citoyen lambda porte son cache-nez. Vu d'abord l'état de la route,
avec toute la poussière, les routes sont poussiéreuses. Bon, ça nous donne d'atout. Moi, je conseillerais même à mes collègues que le cash est très important pour nous-mêmes d'abord, à part d'abord le Covid-19 qui taraude la population, mais d'abord pour nous-mêmes, pour éviter l'atout et le reste. Tous mes collègues, ils négligent ça et ils ne savent pas l'importance du cache-nez. Parce que le Covid n'est pas encore fini et ça ne fait que s'empirer, ça ne fait que s'ajouter. Moi, quand je suis en route, je vois mes collègues, je les dis toujours, n'oubliez pas toujours votre cache-nez quand vous sortez de la maison le matin. Toutefois, la maladie à coronavirus est toujours parmi nous, nonobstant le relâchement. D'où l'alerte lancée par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, au regard des statistiques rendues officielles au quotidien par son homologue de la santé publique qui ne sont guère favorables pour le Cameroun. Et à Garoua, dans le Septentrion, la cérémonie d'ouverture de la campagne de sensibilisation sur le bien fondé de la loi 2019/019 du 24 décembre 2019 portant sur la promotion des langues officielles au Cameroun s'est tenue sous la houlette de Peter Mafani Moussongué, par ailleurs président de la Commission nationale du bilinguisme. Reportage. La cérémonie très courue au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été sanctionnée dès son ouverture par l'exécution de l'hymne national. En présence du président de la CNPBM, Peter Mafani Moussongué, d'autorités administratives, religieuses, traditionnelles et des membres de la société civile. Au menu des échanges, la présentation et l'explication des exposés sur les mérites de la loi portant promotion des langues officielles promulguée le 24 décembre 2019 par le chef de l'État. La première partie de notre journée de travail aujourd'hui était consacrée à la présentation des exposés. Exposé sur le mérite de la loi qui venait d'être promulguée par M. le Président de la République pour la promotion des langues officielles. Et puis il y a eu un exposé sur le discours de la haine, ensuite un exposé sur le multiculturalisme, sur le vivre ensemble. Peter Mafani Moussongué, dans son auditoire, a également profité de cette occasion pour attirer l'attention de l'audience du jour sur les récentes menaces qui pèsent sur la paix et l'unité nationale, telles que les discours de haine, les contenus violents diffusés dans les médias, la désinformation, le communautarisme et le repli identitaire. Rappelant que pour le président de la CNPBM, cette mission est la deuxième étape d'une tournée nationale qui a été autorisée par son Excellence Paul Biya pour que la commission puisse rencontrer un échantillon représentatif de la population afin de recueillir leurs avis et suggestions sur des sujets qui touchent la vie de la nation, ainsi que la manière dont le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble peuvent contribuer à la paix, à l'unité nationale et au développement socio-économique du pays. Et parlons à présent en économie de cette aide octroyée par le gouvernement. Il s'agit d'un montant de 800 milliards qui sera mis à la disposition des entreprises privées pour lutter contre le coronavirus. Zobel Apollinaire Mbon. L'action qu'entend mener le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, va à coup sûr donner une bouffée d'oxygène à ces entreprises asphyxiées du fait de la pandémie du Covid-19. En faisant les yeux doux aux banques principales pourvoyeuses de crédit, le ministre des Finances a relevé le plafond de 40 milliards de francs CFA établi par la loi des finances de 2020 à 400 milliards de francs CFA, soit une garantie de 25% du montant de prêts accordé par les banques aux entreprises touchées par la pandémie. Il s'agit d'un levier ouvrant voie à un financement de 800 milliards. Cela veut dire en clair que les banques doivent pouvoir octroyer des prêts aux entreprises tout en sachant que 25% de ces prêts sont garantis par une ligne budgétaire de l'État. Donc l'État n'a pas mis 800 milliards à la disposition des entreprises.
Mais l'État fait donc cette proposition, c'est une piste qui va pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux entreprises de contacter des prêts auprès des banques en disant aux banques, voilà, l'État garantit les 25% de ces prêts, et puis l'État également a contacté des assurances pour permettre à ce que pour permettre la couverture des garanties et puis les cautions. La question que l'on se pose et celle à laquelle les économistes tentent d'apporter une réponse est celle de savoir si ce probable appui du gouvernement pourra amortir les dommages subis par ces entreprises en période de crise sanitaire. Quand l'État met sur pied un certain nombre de mesures pour riposter contre la crise, c'est bien, mais on met les mécanismes en place, on met un programme de riposte, parce que le programme de riposte réel de l'État date de 2 mois. Donc ce programme de riposte, on le met en place, on met des mécanismes, et puis on suit. On ne peut pas, n'est-ce pas, avoir la certitude qu'au terme, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces mécanismes, on va forcément améliorer la situation. Mais c'est des actions que l'État essaie de mettre en œuvre pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, au relèvement, à la riposte contre la pandémie. Donc on n'a aucune garantie qui nous permet de dire que les productions, l'outil de production des entreprises vont pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir, les entreprises vont s'en sortir du fait, n'est-ce pas, de cette démarche qui consiste, n'est-ce pas, à garantir un prêt qui pourrait aller jusqu'à 800 milliards. Si la nouvelle semble déjà réjouir plus d'un, reste maintenant à attendre et de voir si cette démarche du gouvernement sera approuvée par les banques. Les acteurs premiers qui sont les banques doivent se prononcer, n'est-ce pas, sur leur participation ou non, n'est-ce pas, à cette initiative de l'État, parce que les banques sont des entreprises privées qui travaillent pour gagner de l'argent, elles ne peuvent pas s'engouffrer dans une voie qui risque de ne pas leur être rentable. Donc on attend d'abord voir si les banques en question vont pouvoir, n'est-ce pas, accepter d'intégrer le projet. Mais s'il est vrai que 50% des entreprises camerounaises ont été touchées par la pandémie du Covid-19, la nécessité d'agir dans l'urgence s'impose aussi pour éviter une récession économique dans notre pays. Et dans la même lancée, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, interdit 17 entreprises non agréées. Il exige par ailleurs que ces dernières remboursent les fonds des épargnants sous peine de poursuite judiciaire. Il a fait savoir à travers un communiqué la quintessence tout de suite. Le ministre des Finances siffle la fin de la récréation des opérations de levée illicite des fonds par des sociétés non agréées. Dans son communiqué rendu public, Louis-Paul Motazé interdit 17 entreprises illicites dont le motif déclaré de ces levées de fonds est le trading sur les cryptoactifs. Il s'agit d'Académie des investisseurs africains, Global Investment Trading, Global Cryptocurrency Trading, GTX Invex, PatronPay Cameroun, Make It Invest, Unique Finance, Fortune Investments, Quifact, Right Life International Cameroun, Shewi Regal Cameroun, Cameroun Invest, Mugano Investment, Obasi Communication, Divins Auto Electronic et Africa Life, tout en attirant le public et les opérateurs économiques sur le risque de perdre leurs fonds dans ces placements. Le ministre des Finances demande aux promoteurs de ces sociétés de cesser immédiatement leurs opérations de collecte de fonds avec recours aux annonces et publications via divers supports de communication. Louis-Paul Motazé leur demande par ailleurs de restituer les fonds des épargnants en lui rendant compte des remboursements et d'arrêter toute forme de publication, communication ou publicité en rapport avec ces paiements sur les cryptoactifs. Enfin, le ministre des Finances se réserve d'engager des procédures administratives appropriées et saisir les autorités judiciaires contre les dirigeants de ces sociétés qui ne se plieront pas à ces prescriptions. Il faut rappeler que la sortie de Louis-Paul Motazé intervient après que la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF, ait publié le 21 octobre 2020 un communiqué mettant en garde le public camerounais contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir et de placer dans des produits financiers sans des agréments nécessaires.
Appel public à l'épargne dans les sociétés non agréées, l'interdiction du ministre des Finances qui siffle la fin de la récréation rassure les économistes et les épargnants qui se servaient, les épargnants qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Pour les économistes, ces opérateurs véreux de ce secteur doivent être traduits devant les juridictions camerounaises. C'est ce que nous dit Frédéric Moutomé dans ce reportage et Patrice Foucault. Bien que tardive, la décision prise par le ministre des Finances interdisant 17 sociétés non agréées dans les opérations d'appel public à l'épargne est salutaire à plus d'un titre pour les acteurs de l'économie camerounaise. La sortie est salutaire, mais elle est tardive. On serait donc tenté dans ce cas de dire mieux vaut tard que jamais. Parce que je dis qu'elle est tardive en ce sens que tous ces gens-là, le CRIFAT ou bien Mekit Invest, la publicité a commencé il y a un peu plus de 6-7 mois. Et malheureusement, dans un environnement de Covid, et certaines de ces structures qui sont interdites d'exercice aujourd'hui ont commencé à exercer, ça fait au moins 2, 3, voire 4 ans, en faisant beaucoup de publicité, et même de la publicité tapageuse. Donc le gendarme du secteur aurait pu sévir. Une décision courageuse de Louis-Paul Motazé qui vise à mettre un terme à des opérations de filouterie économique, à en croire ses experts. C'est la pyramide de Ponzi, elle est aussi vieille que le monde entier. Et on se rend compte que ceux qui ont souscrit, sur la base de ce qu'on leur a annoncé, que bon, 1 million de francs vous rapportera 300 000 tous les 30 jours, ils sont contents parce que au bout de 30 jours, ils ont passé l'information à d'autres personnes qui ont venu miser de l'argent. On prend donc l'argent de ceux qui ont misé en deuxième position pour payer ceux qui sont en première position. Ceux qui sont en troisième position pour payer ceux qui sont en deuxième position. Mais quand il arrive que l'information fuite selon laquelle ce n'est vraiment pas de la réalité et que tout le monde finit par se retrouver, on appelle ça l'effet de place. Il n'a plus la possibilité de les intéresser et le premier déposant et le deuxième et le troisième, le quatrième ou le énième déposant et la pyramide s'écroule maintenant. Une interdiction contre ces opérateurs d'appel public à l'épargne, jugée hors la loi par le ministre des Finances, qui met en difficulté de nombreux Camerounais dont les économies acquises à la sueur de leur front sont alors perdues. Tous ceux qui viendront vous proposer des produits financiers rémunérés à des taux du genre 2% par mois, 3% par mois, n'avancez plus. Il y a de l'arnaque derrière cela. Parce que quand il dit 2% par mois, ça fait plus de 20% l'année. C'est énorme. Quelle est l'activité qu'il va réaliser qui lui permettra de dégager un tel niveau de revenus au point d'assurer donc le service des intérêts à cette hauteur-là? Toutefois, au regard de la situation et du contexte socio-économique, les pouvoirs publics disposent des moyens pour pouvoir réparer le préjudice subi par les différents épargnants de bonne foi. D'ailleurs, l'économiste ne manque pas de proposer une piste de sortie. L'État saisit dans cet argent et on fait dans le communiqué, tous ceux qui ont eu à miser dans ces structures-là viennent maintenant avec la preuve qu'ils ont misé et puis on dit tu étais à combien, je ne sais pas moi 100 000, on dit ah il ne reste que tel montant, au prorata de ce que tu as déposé là-dedans, on va te désintéresser et puis on punit également pénalement ces gens parce que si on ne les punit pas pénalement, on aura tendance à reprendre. En attendant peut-être de mettre en application cette proposition, les 17 sociétés spécialisées dans les opérations d'appel public à l'épargne, ainsi frappées d'interdiction à raison du manque d'agrément et qui pourtant étaient opérationnelles depuis de nombreuses années, sont sommées dès à présent de fermer boutique dans les brefs délais. Dans l'actualité internationale, en Côte d'Ivoire, la mission de l'Union africaine appelle au dialogue et au calme. Après avoir effectué une mission d'observation dans le pays, l'envoyé spécial de l'institution a noté qu'il y a un climat de psychose qui plane. Africa 24. L'Union africaine appelle à un climat de paix et de dialogue en Côte d'Ivoire. L'envoyé spécial de l'institution, Dileïta, Mohamed Dileïta, a lancé cet appel juste avant la proclamation des résultats qui donne le président sortant Alassane Ouattara gagnant des élections. La sonnette d'alarme du diplomate intervient dans un contexte politique et électoral marqué par des crises. Je pense que c'est de l'avis de toutes les missions, que ce soit la CEDEAO, la francophonie, nous-mêmes, nous avons tous prôné le dialogue. Nous avons, depuis le début, tout fait pour que ce dialogue... On a lancé un appel, effectivement, au gouvernement, au pouvoir public,
de penser à ce qu'il y a un dialogue inclusif avec l'ensemble de l'opposition. Nous avons lancé à ce que l'opposition aussi soit disponible. Pour éviter que la situation ne se dégénère, la mission de l'Union africaine compte mettre en place une solution de sortie de crise. Le climat politique reste toujours tendu et risque de ne pas finir de sitôt. Je crois que le président Faki, une fois que cette élection est dépassée, prendra bien sûr les dispositions. J'ai la chance d'avoir avec moi la commissaire des biosécurité qui est dans ma mission. Elle a suivi l'ensemble des processus et bien sûr au cours du rapport qu'elle va remettre au président, une action sera entreprise par l'Union africaine, mais il n'y a pas que l'Union africaine, tout le monde a lancé cet appel. Les Nations Unies, la CEDEAO, la francophonie, toutes les missions d'observation qui sont ici voudraient vraiment que, parce que tout le monde, tous nous avons à l'esprit des problèmes qu'il y a eu post-électoral ici, nous voulons éviter ça. Nous voulons que le peuple ivoirien puisse vivre dans la paix, la sérénité. Et je crois que c'est quelque chose de très important pour les Ivoiriens de rester dans cette phase de manière beaucoup plus calme. Le président ivoirien Alassane Ouattara est de nouveau réélu, mais l'opposition dit ne pas reconnaître cette victoire. Elle a de son côté formé un conseil de transition nationale qui est sérieusement critiqué par le pouvoir en place. Aux États-Unis d'Amérique, au sujet des élections présidentielles, les populations se sont réveillées dans le calme, mais sans connaître le nom de leur président et sont toujours dans l'attente. Le récit des faits de cette première journée après les votes, tout de suite avec nos confrères de TV5 Monde. Le jour vient de se lever sur Washington et le quartier de la Maison-Blanche, totalement bouclé. Les journalistes attendent des résultats qui ne tombent pas, comme les électeurs, de plus en plus nombreux au fil des heures. Je savais que ce serait un grand spectacle et c'est une fête nationale que je voulais venir voir. J'ai voté pour Joe Biden et Kamala Harris. Je suis très heureuse pour eux. Fondamentalement, les Latinos sont des gens de foi, des gens de Dieu. Et nous sommes également contre l'avortement. Jésus sauve les bébés et Donald Trump est pro-vie. En Pennsylvanie, un État clé remporté de peu il y a 4 ans par Donald Trump, les habitants se sont réveillés comme ils se sont couchés, sans connaître le nom du futur occupant de la Maison-Blanche. Que le meilleur gagne, mais c'est difficile, vous savez, il n'y a toujours pas eu de résultat. Je sais que tout le monde est anxieux à cause de tout ce qui se passe, mais que pouvons-nous faire? Ici, le dépouillement est toujours en cours. Si beaucoup sont anxieux, d'autres prennent les événements avec philosophie. Pour moi, j'ai fait mon devoir. J'ai voté. J'attends juste le résultat que je pressens déjà. Trump pourrait gagner cette élection. Qu'ils soient pro-démocrates ou pro-républicains, les Américains devront faire preuve de patience. Le nom du vainqueur de la présidentielle ne devrait pas être connu avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair, une émission qui sera diffusée simultanément sur la page LTM TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet CanalSat au niveau du canal 308 et le bonheur s'offre.